Je suis le directeur technique de Nobrands depuis maintenant 5 ans. Et c'est à peu près depuis cette date que nous travaillons avec des collaborations à travers le monde sur cet aspect goût de fumée. Peut-être simplement une diapositive pour vous rappeler qui est Nobrands, donc puisque nous ne sommes pas présents en direct sur le marché, mais comme l'a mentionné Céline, au travers de notre distributeur pour la France, qui est Herbst France. Donc en fait, Nobrands, c'est une société qui développe des solutions œnologiques issues de biotechnologie et qui les commercialise au travers le monde, donc toujours à travers un réseau de distribution. Des solutions innovantes qui mettent en avant notamment des synergies entre différents types de produits, levure bactérie, dérivés de levure, levure et enzymes levure. Et ces solutions innovantes, nous développons un programme de recherche et développement avec des universités, des instituts de recherche, des instituts techniques, pareil à peu près dans toutes les zones viticoles du monde, pour progresser et valider certains concepts. Donc, bon, si vous ne connaissez pas Nobrands, vous connaissez par contre vraisemblablement un certain nombre de marques, donc de gammes de produits que nous commercialisons. Donc notamment les levures et bactéries encore, notre gamme d'enzymes rapidases, la gamme de levure Fermi20, des dérivés de levure dans la gamme FeelSafe, d'autres bactéries de la gamme Maloferm et une gamme de manoprotéines avec les produits Claristar et la gamme de produits FanITouch. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc le titre ce matin du webinaire est comment réduire l'impact des odeurs de fumée sur les vins. Donc dans un premier temps, je balayerai quelques aspects de connaissances générales sur cette problématique. Et ensuite, je vous donnerai quelques aspects que nous avons développés en collaboration avec des universités pour la mise en place d'un concept particulier pour éliminer ou réduire le risque de goût de fumée dans les vins. Alors d'abord, une diapositive de contexte qui est peut-être moins utile cette année pour la France vu l'étendue des incendies que nous avons connus. Donc c'est un problème qui est récurrent depuis, je dirais, une dizaine d'années, avec une fréquence qui s'accroît dans d'autres régions du monde, hein, l'Australie, la Californie, l'Oregon aux USA, l'Afrique du Sud, plus récemment Espagne, Portugal, Grèce, et bien évidemment cette année la France avec de dramatiques incendies dans le Bordelais, mais pas que, dans d'autres vignobles aussi. À la suite des premiers incendies dans des zones viticoles, des vins présentant des goûts de fumée à des niveaux anormaux ont très vite été décrits au niveau sensoriel, et l'analyse chimique, notamment les travaux faits aux États-Unis et en Australie, ont permis d'identifier quelques marqueurs moléculaires dès la fin des années 90. Mais par contre, c'est, on va dire, à partir des années 2000, que véritablement la littérature scientifique a permis de mieux comprendre ce qui se passait, ce qu'il y avait derrière ces goûts de fumée. Et en termes d'instituts de recherche qui ont contribué à l'acquisition de connaissances, hein, il faut évidemment citer la WRI en Australie. Beaucoup de données que je vous présenterai vont être issues des travaux de recherche de cet institut. L'université de Californie Davis et plus récemment l'université de Stellenbosch. Bon, les régions, je dirais, les plus impactées ces dernières années par les incendies. Alors, venons-en à ces goûts de fumée, et notamment des marqueurs moléculaires qui caractérisent
ces odeurs de fumée, ces arrière-goûts de tabac, de cendrier, de cendre qu'on trouve dans les vins qui ont connu qui ont été exposés à des fumées d'incendie. Alors, on s'attarde souvent sur 6 ou 7 composés que l'on considère comme des composés clés. Donc vous les avez là à l'écran, hein, essentiellement des composés de type phénol, plus ou moins substitués. Ce sont des marqueurs et qui sont importants à suivre, même s'ils ne permettent pas de décrire complètement les perceptions la perception sensorielle. Hein, et on a notamment de nombreux composés, hein, plus de 500 composés ont été identifiés dans les fumées, un peu moins sur les raisins, qui couvrent des classes chimiques extrêmement différentes, allant d'hydrocarbone, d'aldéhyde, même de terpénoïdes. Ce qui est avéré, c'est que la présence et la concentration de ces composés sur les raisins dépendent à la fois de l'intensité des fumées qui ont atteint les vignobles, du moment de l'exposition, mais également de la végétation qui a brûlé. Hein, la composition des fumées est différente selon que c'est du pin, de la garrigue, des graminées ou de l'eucalyptus qui brûle. Le phénomène général est que ces composés qui sont des composés relativement apolaires, sont absorbés sur la pruine des baies de raisin, donc qui est un phénomène purement passif, hein, d'absorption. Donc, qui dit un phénomène passif d'absorption, il peut y avoir aussi désorption, mais la nature chimique des composés fait que l'absorption est quand même relativement forte. L'autre phénomène qui est assez remarquable, étonnant, c'est qu'une fois que ces composés sont absorbés sur la pellicule des baies de raisin, eh bien, la pellicule a un processus actif de glycosylation, donc de métabolisation de ces composés, et transforme les composés libres absorbés en glycoconjugués qui sont stockés dans les cellules, essentiellement dans les cellules de la pellicule du raisin. Et cette réaction de glycosylation est extrêmement efficace, puisque quand on regarde la composition entre composés libres et glycoconjugués de raisins impactés par les goûts de fumée, on peut arriver à une proportion jusqu'à 95% de composés glycosylés. Donc, ce que l'on perçoit directement, à savoir les composés libres, c'est vraiment le côté émergé de l'iceberg. Et la plupart des composés sont métabolisés par la baie de raisin et constituent, on le verra, un risque plutôt à retardement. Alors, quels sont ces composés? Donc là, je prends l'exemple de deux composés, guaiacol et méthylguaiacol, donc que la baie de raisin est capable de glycosyler. Et ce que l'on retrouve en termes de glycosides, c'est en fait quasiment toutes les classes de glycosides de composés d'arômes que l'on connaît dans le raisin, à savoir des monoglycosides, donc une seule molécule de glucose attachée de manière covalente à ces phénols, des diglucosides, donc où on a 2 molécules de glucose, et puis ce que l'on appelle des glycosides, où la molécule de glucose est substituée par un autre sucre, un autre hétéroside, rhamnose, arabinose ou apiose. Donc c'est je dirais, un pattern tout à fait classique de glycosides. On retrouve les mêmes, par exemple, pour les terpénols dans les raisins de muscat. On retrouve exactement les mêmes classes de glycosides en termes de sucre que pour les goûts de fumée. Donc, les enzymes impliquées dans la glycosylation sont vraisemblablement les mêmes. Alors, pourquoi ces glycosides sont importants à considérer? C'est parce que, comme vous le savez, et ça a été décrit pour les glycosides, je dirais, de composés positifs, je parlais tout à l'heure des terpénols dans les raisins de muscat, bien, ces glycosides dans le vin peuvent subir une hydrolyse naturelle au cours du vieillissement. Alors, quand je dis vieillissement, l'hydrolyse peut être rapide, ça dépend du composé glycosylé et de la nature des sucres. Et donc, quand il y a hydrolyse, il y a relargage
des composés libres qui sont directement odorants. Donc, on peut considérer que ces glycosides constituent un réservoir de défauts qui vont se révéler progressivement au cours du temps et donc ils sont donc une véritable bombe à retardement. Vous avez le graphique qui est issu de travaux maintenant assez anciens de la WRI démontrant ce mécanisme, où si vous voyez les teneurs tout à fait modestes dans un vin jeune, tout à fait à gauche, des teneurs tout à fait modestes de gaiacol et méthylgaiacol, quasiment en dessous du seuil de perception de ces composés, vous voyez qu'au cours du temps, il y a augmentation des teneurs due à l'hydrolyse des gaiacols et méthylgaiacols glycosylés et qui augmente les défauts dans les vins. Donc c'est un véritable problème puisqu'en termes de traitement curatif, il faut à la fois éliminer les composés libres, mais essayer également de diminuer la quantité de composés glycosylés pour diminuer cet effet de bombe à retardement, le retarder le plus possible. Alors, quand on parle de ce risque potentiel, on verra comment évaluer le risque. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est ce risque potentiel dû à la présence de glycosides est fortement lié au moment où à la phénologie du vignoble quand il est exposé aux fumées des incendies. Et vous avez là un abac un peu d'évaluation du risque par rapport à la phénologie qui a été proposé encore une fois par la WRI, avec des risques très faibles quand on se situe en début de formation de la grappe, hein, floraison, stade de petit pois ou fermeture de la grappe. Vraisemblablement parce qu'à ce moment-là, l'absorption passive a le temps les composés ont le temps de se désorber. Par contre, à partir de la véraison, le risque devient élevé à la fois au niveau des formes libres et des formes liées avec un décalage, puisque, entre guillemets, il faut laisser le temps à la baie de raisin de glycosyler ces composés. Donc, par exemple, à la véraison, une exposition aux fumées donne à la fois un risque élevé de composés libres, mais également de composés liés au moment de la vendange, alors que si ce phénomène a lieu au moment de la vendange, on a un risque surtout élevé de formes libres et plutôt moyen de formes glycosylées, de formes liées. Alors, comment évaluer ce risque à la récolte, hein? C'est la question importante en ce moment, puisqu'on y est pour la plupart des vignobles. Alors, la première possibilité, c'est de passer par l'analyse chimique des marqueurs que je vous ai décrits. Et il y a quelques laboratoires en France qui proposent à la fois l'analyse des formes libres, je dirais quasiment en routine. C'est une analyse de pointe, mais assez facile à réaliser avec les équipements que possèdent les laboratoires d'analyse œnologique. Et également, les formes liées glycosylées peuvent être analysées, mais c'est une analyse plus longue et donc forcément, je pense, plus chère. Pour vous donner une idée, les seuils de détection olfactive, notamment gaiacol, méthoxygaiacol, qui sont souvent les plus abondants en termes de concentration, sont aux alentours pour chacun d'entre eux de 50 à 75 microgrammes par litre. Donc ça peut vous donner une idée du risque, sachant qu'il y a des effets synergiques importants entre les composés de fumée et de récents travaux d'analyse sensorielle faits à l'université de Stellenbosch démontrent ces effets synergiques. Les proportions entre différents composés pouvant expliquer des profils d'odeurs de fumée un peu différents. Et il y a également, et c'est connu pour l'ensemble des phénols volatiles, des effets de masque de ces composés à faible teneur sur le fruité des vins. On peut passer également par l'analyse sensorielle, soit des baies, soit des mous, soit des vins fins de fermentation alcoolique. On a accès, dans ce cas-là, s'il n'y a pas de traitement préalable, aux composés libres directement odorants. On peut avoir accès en arrière-goût
aux composés liés, si tant est qu'ils peuvent être hydrolysés par certaines enzymes de notre salive. C'est quand même un peu plus difficile. Et donc, pour ne pas louper la bombe à retardement que constituent ces composés glycosylés, un traitement préalable de l'échantillon est préférable, soit une hydrolyse acide dans des conditions un peu drastiques, ou une hydrolyse enzymatique. Et donc, c'est ce que nous proposons, nous, c'est de réaliser un test qui peut être fait à la cave, en ajoutant une très forte dose d'enzyme glycosidasique, en l'occurrence rapidase révélation aroma, de porter l'échantillon 24 heures à une température élevée pour favoriser une hydrolyse rapide, et de faire une analyse sensorielle de l'échantillon par rapport aux témoins non enzymés et non chauffés, pour voir s'il y a une augmentation des intensités des notes de fumée. Eh bien, cela veut dire qu'il y a un risque dû à la présence de composés glycosylés. Alors, si on revient aux aspects pratiques de la vinification, comment minimiser ces risques en vinification? Alors, la première des choses, et c'est un point peut-être qu'on peut oublier, c'est que il faut récolter les parcelles à risque, avérées ou supposées, séparément, et surtout ne pas réaliser d'assemblage de raisins dès le départ, puisqu'on risque, malgré l'assemblage, d'avoir donc une plus grande quantité de raisins contaminés selon les teneurs en composés libres ou liés. Ensuite, comme je vous l'ai dit, l'ensemble des composés, qu'ils soient libres ou liés, sont plutôt situés dans la pellicule des raisins. Et donc, il va falloir minimiser l'extraction des composés de la pellicule. Donc, évidemment, en blanc, pour des raisins blancs, c'est un pressurage direct, surtout pas de macération. Pour les raisins rouges, c'est soit un choix de vinification en rosé par pressurage direct notamment, ou des macérations très courtes si tout de même on veut réaliser des rouges. Avec une limite sur la macération, c'est que des données que l'on peut extrapoler des travaux notamment de la WRI, ces composés de fumée semblent autant extractibles que les anthocyanes. Donc, il faut trouver un compromis, mais les macérations doivent être véritablement courtes. Ensuite, un aspect un peu nouveau qui a été présenté en 2020 lors de la conférence de la Société sud-africaine de viticulture et d'énologie, c'est qu'il y a un effet de la souche de levure sur la quantité de phénol volatile, donc de composés de fumée, dans les vins après fermentation. Souche de levure et scénario de fermentation malolactique, pardon. Sans qu'on sache véritablement s'il s'agit d'une métabolisation ou simplement d'une absorption, et les travaux de recherche doivent continuer là-dessus. Mais vous voyez qu'un certain nombre de souches permettent de limiter d'une vingtaine de pourcents, d'une trentaine de pourcents, les composés libres dans les vins. Et dans notre gamme, donc essentiellement la gamme encore sur blanc, c'est un phénomène qu'on observe de manière prépondérante sur blanc. On peut citer certaines souches comme 2013, NT116, qui ont un bon comportement, d'autres souches également ont ce même comportement, mais qui ont un bon comportement pour limiter ces goûts de fumée dans les vins en termes de concentration. On n'a pas d'informations sur l'aspect glycoside, mais des travaux vont être commencés là-dessus. Ce phénomène, cette différence entre souches de levure est beaucoup moins marquée pour les rouges. Peut-être pour des phénomènes d'absorption sur les pellicules avec la présence de marc. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une attention à porter de manière plus importante sur les vinifications en blanc et en rosé. Par contre, le scénario de fermentation malolactique semble être important, plus que la souche d'ailleurs, des travaux présentés par Duplessis il y a 2 ans. C'est plutôt des fermentations malolactiques séquentielles qui permettent de minimiser, encore une fois, les composés libres dans les vins
après fermentation. Et là, vous avez l'exemple de 3 souches qui ont été testées par cet auteur avec le même type de résultat dans la comparaison des scénarios de fermentation malolactique. Après fermentation, donc toujours dans le cadre de risques avérés, il va s'agir d'éliminer les formes libres et de diminuer les teneurs en formes liées. Donc, éliminer les formes libres va permettre de résoudre les défauts immédiatement perceptibles. Et la diminution des teneurs en formes liées va prévenir ou retarder l'apparition des défauts au cours du temps. Et c'est ce concept-là que l'on a validé, notamment avec des travaux avec la WRI et l'université de Stellenbosch, et que l'on a baptisé de concept avec les termes anglophones release and remove. Après, c'est également un aspect à ne pas négliger, notamment parce que la diminution des teneurs des composés glycosylés n'est pas totale. Il faut adapter la commercialisation des vins et viser plutôt à l'élaboration et la commercialisation de vins jeunes et pas conserver ces vins comme des vins de garde. Selon l'efficacité des traitements, on ne peut que retarder le phénomène, mais pas totalement l'annihiler, ce phénomène de relargage au cours du temps. Donc ce point est quand même important en termes de vision complète, vinification, mais également commercialisation. Alors, cette libération des glycoconjugués, donc des composés glycoconjugués, quel est le mécanisme derrière? En fait, ce que nous avons validé, je vous montrerai quelques résultats sur cette validation, c'est que des enzymes glycosidasiques, notamment notre formulation rapidase révélation aroma, sont connus pour hydrolyser les glycosides, je dirais, de composés positifs, je parlais des terpénols par exemple, lorsqu'elles ont l'ensemble des activités nécessaires à l'hydrolyse séquentielle des glycosides, à savoir rhamnosidase, arabinosidase, apiosidase et finalement bêta-glucosidase. Donc c'est le fait d'avoir l'ensemble de ces activités qui permet de rendre le phénomène de libération efficace et par extrapolation de le rendre efficace également pour les composés volatiles à odeur de fumée, puisqu'on retrouve le même schéma, les mêmes types de composés glycosylés. Et ensuite, eh bien, une fois qu'on a dans le vin les composés qui étaient présents de façon libre, que l'on a extraits en cours de vinification, et les composés que l'on a libérés par le traitement enzymatique, il s'agit d'éliminer l'ensemble de ces composés, qui sont de même nature, quelle que soit leur origine, libre ou liée. Et là, plusieurs techniques ont été testées, notamment des charbons actifs avec ou sans chitosante, qui peuvent être très efficaces, mais cela dépend un peu du type de charbon, et il peut y avoir des effets d'élimination d'autres composés d'intérêt. L'osmose inverse, qui est sûrement le procédé le plus efficace, il nécessite cependant un équipement dédié, et qui plus est, n'est pas autorisé au niveau de l'Union européenne, ni de l'OIV, pour cette application. Il est autorisé pour éliminer les phénols volatiles issus de contamination par Brettanomyces. Et enfin, les écorces de levure, dont notre extra-ferme Detox, qui ont un fort potentiel d'absorption et qui, eux, à l'instar des charbons, n'ont pas véritablement de limites réglementaires d'emploi, à part des limites de dosage, hein, bien sûr. Pour les écorces de levure, on est à un dosage maximal de 40 grammes hectolitres. Donc dans une deuxième partie, dans ma deuxième partie, donc je voulais vous partager avec vous un certain nombre d'études récentes que nous avons menées, donc avec l'université de Stellenbosch en Afrique du Sud et la WRI en Australie.
La première étude menée en Afrique du Sud a été une approche par l'analyse sensorielle. Et on a travaillé sur des raisins artificiellement contaminés. Donc, à l'issue de la récolte, les raisins enfermés dans une boîte ont été exposés à une fumée de broussailles, donc générée artificiellement, ce dans les 2 heures après la récolte. Et le traitement, on a laissé en présence les fumées pendant 24 heures et on a répété le traitement 24 heures après. Ensuite, ces raisins ont été vinifiés et on a appliqué donc notre concept de release avec rapidase révélation aroma. Donc un traitement assez bref, et on verra que c'est peut-être pas suffisant, 7 jours ne sont peut-être pas suffisants, et un traitement ensuite d'absorption avec notre extra ferme detox pour l'aspect remove. Alors quels ont été les résultats? Donc encore une fois, le suivi de l'essai a été essentiellement fait au niveau sensoriel, bien qu'on ait fait quelques analyses. Le premier résultat qui, moi, personnellement, m'a étonné, c'est qu'il y a une glycosylation même après la récolte. C'est-à-dire que quand on réalise cette exposition artificielle, ce fumage des raisins, bien les raisins, on conserve, malgré le fait qu'ils soient détachés de la souche, conserve la potentialité de glycosyler les composés d'arômes. Donc, on avait bien dans les raisins que l'on a vinifiés à la fois des composés libres, mais également des composés dits. Quand on fait le traitement enzymatique, au niveau sensoriel, on a une augmentation des odeurs de fumée très forte et qui est corrélée avec une augmentation de certains marqueurs, les marqueurs qui ont été analysés, notamment guaiacol, méthoxygaiacol, qui peuvent augmenter dans les vins donc jusqu'à 80%, donc démontrant cette efficacité de l'aspect enzymatique. De manière parallèle, il y a aussi augmentation du fruité perçu par le panel de dégustateurs entraînés. Qui est vraisemblablement dû, mais là le dosage n'a pas été fait pour conforter cette hypothèse, mais c'est vraisemblablement dû à la libération de composés positifs glycosylés. Donc le traitement enzymatique a ces deux effets, augmentation, libération des composés de fumée, mais également libération de composés qui peuvent jouer sur le fruité. Sur l'aspect élimination, remove, l'élimination n'est que partielle. Ce qui est le cas de la plupart des traitements avec des produits absorbants. L'extra ferme detox, donc notre produit que l'on a utilisé, n'élimine pas totalement les composés libres et libérés. Mais par contre, cette élimination partielle et l'augmentation du fruité fait que dans nos conditions d'essai, les vins avec le traitement d'extra ferme detox en termes d'élimination ont été préférés par rapport à d'autres techniques d'élimination des goûts de fumée après le traitement enzymatique. Nous avons poursuivi cet essai avec une étude, je dirais plus d'analyse chimique, menée à l'EWRI sur le suivi de l'efficacité de l'hydrolyse enzymatique avec notre formulation. Et nous avons pu bénéficier de la vinothèque Smoketains de la WRI qui conserve des vins caractérisés à la fois en termes de précurseurs glycosylés que de composés libres. Et nous avons choisi des vins fortement défectueux, donc fortement affectés par des goûts de fumée, avec une grande quantité de composés libres, mais une composition en composés liés différente et un niveau de composés glycosylés différents. Donc vous avez ce Pinot Noir de Tasmanie de 2017 et ce Cabernet Sauvignon des États-Unis de 2019 qui ont fait l'objet de cet essai. Donc l'essai a consisté à appliquer sur les vins à 2 températures différentes, 17 degrés ou 23 degrés, notre enzyme à 2 dosages, 2 grammes ou 5 grammes hecto, par rapport à un témoin sans enzyme, et à suivre au cours du temps l'hydrolyse des glycosides à l'aide de la méthode d'analyse très pointue que nous a mis à disposition la WRI, puisqu'ils sont capables de doser 14 glycosides différents
par chromatographie liquide et avec un dosage, une quantification très précise. Donc l'ensemble des classes de composés de glycosides ont pu être dosées pour différents composés d'odeur de fumée. Donc, il est compliqué de rentrer dans le détail des résultats, hein, parce que vous vous doutez bien que les résultats sont extrêmement touffus. Donc, j'ai essayé de vous montrer en fait une évolution globale. Et donc, vous avez cette évolution pour les deux vins de l'essai. La première conclusion que l'on peut faire, c'est que les composés liés sont très stables. Hein. C'est bien le dosage des composés liés hein, là, que l'on a sur les vins. On voit qu'il n'y a pas de gros changements pour le contrôle, donc sans enzymes, stocké même 6 semaines à 17 ou 23 degrés. Bon, il est évidemment dans le temps, sur des pas de temps plus importants, on assisterait, et ça la WRI l'a démontré, à un relargage et donc une diminution de ces teneurs. L'enzymage, donc que ce soit à 2 grammes ou 5 grammes hecto, permet de diminuer. Alors, la diminution peut sembler modeste, de 30 à 38% selon les conditions, mais elle permet de diminuer les teneurs globales en composés glycosylés, les 38% étant atteints pour un dosage à 5 grammes hectolitres, 23 degrés et 6 semaines, donc les conditions les plus favorables à l'hydrolyse. Mais au-delà de cette diminution, il y a derrière des différences notables selon la famille de glycosides. Donc sur les rutinosides, il ne semble pas y avoir d'impact dans les 6 semaines considérées. Peut-être des impacts un peu plus importants sur des pas de temps plus importants. Sur les apiosyl glucosides, on a un impact à peu près de diminution de 20%. Et sur les monoglycosides et diglycosides, on a jusqu'à 80% de diminution. Donc, sachant que cette classe constitue vraisemblablement celle qui est naturellement la plus instable, on peut considérer que notre formulation enzymatique est efficace pour diminuer les teneurs des glycosides les plus instables et donc de diminuer le risque. Pas de l'annihiler, mais de le diminuer. Dernier aspect que je voulais partager avec vous est issu d'une étude donc faite par l'université de Stellenbosch et qui est un cas d'étude réel et donc qui a été présenté par Marianne McKay qui a réalisé l'étude lors du Cool Climate Wine Symposium cet été au Canada. Donc l'étude a porté sur un vignoble qui avait été affecté, donc une cave affectée par un incendie de forêt. De buissons. Et il y a eu un suivi des teneurs, donc au moment de la récolte, des teneurs des différents marqueurs. Et la première chose que l'on peut voir et qui rejoignent, je pense, quelques observations qui ont été communiquées lors de la conférence organisée par l'Union des œnologues il y a 2 ou 3 jours, c'est qu'il y a une forte hétérogénéité de la contamination. La contamination est détectable jusqu'à 2 km du feu de forêt, mais avec des teneurs absorbées sur les raisins qui sont extrêmement variables. C'est vrai pour le Gaiacol que je viens de présenter, c'est également vrai, mais avec des nuances sur les autres marqueurs. Et ces variations semble être conditionné par, et bon, ça semble tout à fait naturel, à la fois la topographie et les vents dominants qui portent les fumées sur les vignobles ou qui les balaient plus ou moins rapidement. Donc, il est très important, ça souligne l'importance, quand il y a un doute, quand il y a eu exposition des forêts, des vignobles aux fumées, de réaliser un échantillonnage, je dirais, des parcelles. Si déjà on a une idée des niveaux d'exposition, c'est bien, mais de ne pas s'arrêter forcément sur une analyse pour décider de la contamination ou non de l'ensemble d'un vignoble. Le deuxième point de cette étude a été l'application de ce concept de release and remove
avec à la fois des aspects de suivi analytique et sensoriel. Donc, ce que je vous présente là, c'est ce qu'a communiqué Marianne Mackay en termes de sensoriel. Donc, ça a été fait, je dirais, en conditions quasiment réelles, puisque les traitements ont été faits à l'échelle de quelques hectolitres et en triplicat. Avec un témoin donc qui est la vinification classique, donc c'était une parcelle de Malbec, donc le Malbec SC, qui est le témoin smoke control, une application donc de glycosidase sur le vin après fermentation alcoolique, et c'est des échantillons enzymes, et puis le traitement d'élimination qui dans ce cas a été fait par charbon et chitosan à 2 dosages. Donc, ce que l'on voit en termes sensoriels est tout à fait conforme au mécanisme de release and remove, à savoir que, et vous le voyez sur l'analyse multifactorielle présentée, l'enzymage augmente fortement les odeurs de fumée qui n'étaient pas réellement perceptibles sur le smoke control. Donc, il y a une augmentation très forte et apparition de ces odeurs de fumée, ainsi qu'apparition des composés libres, de manière beaucoup plus, en concentration beaucoup plus élevée. Donc, ce qui démontre encore une fois l'efficacité de la libération des smoke taints liés. Et le traitement ensuite d'élimination permet de revenir vers le témoin, donc qui n'avait pas d'odeur de fumée véritablement. Et donc, on élimine par ce traitement à la fois les libres, mais également une partie de ce qu'on a libéré. Des analyses de composés libres qui ont été faites. Je me suis amusé à faire une extrapolation et on retombe un peu sur ce qu'on avait vu, c'est-à-dire que le traitement par enzyme permet de diminuer le risque de 25 à 30%, ou donc de le retarder en termes d'occurrence sonore. Derrière ça, l'œnologue de la cave a choisi de ne pas faire d'assemblage avec ces vins, de les embouteiller sur une cuvée spéciale, avec un circuit de commercialisation en tant que vin jeune sur le fruit, pour éviter quand même des apparitions beaucoup plus retardées de ces smoke taints. Donc pour conclure, et quelques messages il me semble important à retenir, d'abord que les composés responsables des odeurs de fumée sont présents dans la pellicule des raisins exposés sous forme libre et très rapidement liés, que cette contamination est hétérogène selon le moment de l'exposition et qu'elle est modulée ou conditionnée par la topographie et les vents dominants. L'évaluation du risque est importante sur raisin et sur vin, soit par l'analyse chimique ou sensorielle, en étant très attentif à ne pas louper le risque lié aux composés glycosidés, donc ce traitement des échantillons pour révéler ces glycosides et évaluer leur importance. Si le risque est avéré, la méthode de vinification est adaptée. Bon, on a parlé de la récolte séparée, des macérations courtes ou du pressurage direct, le choix des levures et la fermentation malolactique séquentielle à préférer pour les rouges. Donc avec notamment la levure 2013 chez nous qui ressort à la fois pour absorber ou diminuer les concentrations en composés libres, mais sont des levures avec un NT 112 également sur rouge, qui ont un fort impact aromatique et donc qui peuvent masquer également les odeurs de fumée. Et après fermentation alcoolique, et simplement après, parce que les rapidases révélations aromas, comme la plupart des glycosidases, sont inhibées par le sucre. Donc, les traitements sont plus efficaces sur les vins quand les sucres sont épuisés. Donc, un traitement entre 2 à 5 grammes par hectolitre. La température la plus haute possible, sans être défavorable pour la composition du vin. Et des essais que l'on a pu faire en laboratoire pendant au moins 8 semaines. Donc ça peut être suivi en amont sur des bouteilles au laboratoire.
Et ensuite, une fois que, que ce traitement de libération est fait, on peut passer au traitement d'élimination avec différents produits absorbants possibles, selon le type de vin et la disponibilité des produits. J'ai fait le tour, donc si je vais bien sûr évidemment répondre à des questions que vous auriez en ligne. Sinon, vous pouvez me contacter par mail ou contacter le directeur technique d'Herbst France, donc notre distributeur, dont vous avez les coordonnées sur cette diapositive. Une première question qui est par rapport aux variétés, aux cépages. Donc, vous parliez d'absorption. J'imagine que ça dépend beaucoup des variétés. Donc, c'est un facteur à prendre en compte pendant l'évaluation des informations des 2 km dont vous parlez, qui dépendent de la topographie, etc., mais dépendra aussi des cépages, j'imagine. Oui, il y a quelques données sur des sensibilités plus ou moins accrues de cépages. Il y a également ce qu'il faut tenir en tête, c'est que des phénols volatiles glycosylés, guaiacol, méthoxygaiacol, existent naturellement dans les raisins et à des teneurs plus importantes dans certaines variétés. Donc, des niveaux de contamination, je dirais modérés, par exemple sur de la Syrah, qui a des guaiacols et méthoxygaiacols de façon glycosylée, de façon naturelle, un peu plus importante, peut passer plus inaperçu parce que rentrant dans la typicité cépage que sur d'autres cépages qui n'ont pas ces glycosides. Alors, c'est à manier avec des pincettes, hein, parce que je parle là de contamination modérée, sachant que des contaminations réelles par des incendies, on peut atteindre des niveaux en guaiacol et méthoxygaiacol qui sont stratosphériques par rapport à la teneur naturelle, même dans une Syrah. Donc l'impact peut être très très fort. Mais dans des cas de contamination faible, certaines études ont montré que la Syrah, ça gênait moins les vins de Syrah que d'autres variétés. Ok, intéressant. Il faut vraiment aller au cas par cas dans son vignoble. Et heureusement qu'il y a des outils pour voir et pour tester, pour goûter en cave. Est-ce que vous avez parlé du phénomène possible de désorption de ces composés. Il y a des études qui démontrent ce phénomène, nous demande Jurigny. Alors, je n'ai pas vu d'études qui démontrent ce phénomène. C'est une hypothèse qu'on peut émettre simplement par la physique des phénomènes d'absorption. S'il y a une absorption passive sur de la pruine par une exposition, à un moment donné, il va y avoir, les phénomènes d'absorption sont toujours des phénomènes d'équilibre. Donc, une fois que la fumée va disparaître, selon la force de l'absorption, il va y avoir des sorptions. Ensuite, le degré de désorption va dépendre de la durée sans fumée et puis, je dirais, du renouvellement de l'atmosphère autour. Donc, il semble quand même qu'une fois que ces composés sont absorbés, ils sont absorbés pour un bon bout de temps, je dirais. Donc, il ne faut pas compter sur une rafale de Mistral pour purifier sa parcelle. Par contre, quand on regarde le risque par rapport à la phénologie du raisin, c'est un peu le phénomène qu'on observe, modulo la taille des baies. C'est-à-dire que si le phénomène a eu lieu précocement et notamment avant la véraison, on n'a pas de risque avéré forcément sur les raisins à la récolte. Ok, donc bien prendre en compte le stade phénologique dans l'évaluation des risques. Okay. Bon, hélas, les incendies ont plutôt lieu dans les périodes post-véraison que dans les périodes pré-véraison. Mais bon, avec le changement climatique, on ne sait pas ce que l'avenir sera fait. Exactement, exactement. Donc ensuite, on a Lucille qui nous demande les fumées transportent ces molécules, mais est-ce que les odeurs sans fumée les transportent aussi? Donc j'imagine que c'était un petit peu la question à laquelle vous venez de répondre. Oui, sur la désorption.
Je suppose que Voilà. Si on peut ça. le laver, entre guillemets, avec un coup de vent. Donc, je demande une Après, configuration à l'huile. les phénomènes d'absorption de composés d'arômes sur le raisin, autres que les composés de fumée, ont été décrits notamment dans des vignobles proches de forêts d'eucalyptus. Donc c'est quelque chose qui a été décrit, même si le phénomène, c'est pas l'unique phénomène, mais ça a déjà été décrit sur d'autres molécules. Sur d'autres types. Ok. Donc ensuite, on a Catherine Liotto des Œnologues de France. Bonjour Catherine, j'en profite pour saluer. Qui demande, est-ce qu'on a une idée des volumes de vin touchés par des goûts de fumée jusqu'à présent? Il y a eu des études qui ont été faites aux États-Unis sur l'impact économique pour la Californie, je pense des incendies de forêt de l'année dernière ou il y a 2 ans. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'était assez faramineux. Bon, à la mesure des incendies de forêt de la Californie. Mais j'ai plus les chiffres en tête. Il faudrait que je me replonge, que je retrouve cette étude, mais elle est disponible. On peut la retrouver sur Internet. Donc j'essaierai de la retrouver et de la partager. Ok, ben, pour me l'envoyer, je pourrais la faire parvenir à Catherine. Donc ensuite, une question d'Olivier. Pourquoi ne pas utiliser les levures libératrices de forme libre pour accentuer la technique release, plutôt que prendre des levures qui n'aident pas cette libération? Tout à fait, ça peut être une option. Reste à démontrer que les levures, s'agissant de levures Saccharomyces cerevisiae, elles ont quand même pas des activités glycosidasiques très fortes et pas sécrétées. Sur d'autres types de levures, pourquoi pas. Il y a quand même une spécificité des glycosidases par rapport à la partie agricole, hein, donc la partie qui nous intéresse, donc défaut, et par rapport à la partie glycoside. Donc c'est pas parce qu'on a des glycosidases dans une souche de levure qu'elles vont être actives sur ces composés-là. Donc pourquoi pas, mais c'est à étudier. Ok. Et oui, bah justement, je pensais aussi à la slide que vous avez présentée qui montrait vraiment une action de l'enzyme sur 4 types de molécules. Donc, j'imagine que ça aussi, c'est important à prendre en compte. Ok. Alors, est-ce qu'un rinçage des raisins, Yannick nous demande, est-ce qu'un rinçage des raisins à l'eau claire à la réception de la vendange au chai suffirait pour minimiser fortement ce phénomène? J'ai plus en tête, je crois que j'ai vu passer des données là-dessus. L'effet était très minime. Ce qui s'explique parce que ces composés sont majoritairement apolaires. La pruine qui les absorbe, c'est une cire, c'est apolaire. Donc pour éliminer par de l'eau des composés absorbés, des composés apolaires absorbés sur une surface fortement apolaire, c'est compliqué. Donc ça peut avoir un effet, mais des souvenirs que j'ai, c'est un peu à la marge. Alors après, on peut avoir le même raisonnement que celui proposé par Olivier, à savoir, essayons de cumuler tout ce qui peut être bénéfique pour éliminer les composés libres ou libérer les composés liés, et que c'est dans le cumul des deux solutions partielles qu'on aura le maximum d'efficacité. Ok. Oui, donc Gérard qui demande un petit peu la même chose, hein. Donc, rincer la récolte à l'arrivée de la cave, éventuellement avec un produit. Donc lui, il ne parle pas d'eau, mais il parle de produit qui sépare ces molécules. Est-ce que cette voie est étudiée? Alors, ce qui marche très bien en laboratoire, c'est de tremper la baie de raisin dans de l'éthanol qui dissout la pruine et donc qui enlève les composés libres. Par contre, vous n'allez pas toucher, bon, évidemment, c'est pas possible en pratique. Par contre, rester de toute façon par rapport à ces traitements, on va dire d'élimination sur raisin, de rinçage par de l'eau ou par d'autres produits, vous n'allez toucher que les composés libres et vous n'allez jamais toucher les composés liés qui sont à l'intérieur des cellules des pellicules de raisin. Donc, si tant est que ça a un effet, je pense qu'il est marginal. Il n'aura d'effet que sur les 5% émergés de l'iceberg. Ok, donc on risque un effet Titanic si on ne prend pas en compte cet aspect. Donc, ok.
Ok. Alors, une question qui me vient à l'esprit en attendant que le public ait deux questions. Vous disiez donc c'est important de libérer et de recapter. Et là, on a plusieurs solutions qui sont possibles. Donc, vous mettiez dans votre slide les charbons ou votre produit. Et quels sont les effets positifs de chacune des techniques par rapport au type de vin les techniques d'absorption, si on est sur des produits absorbants, on aura toujours une élimination partielle, tout simplement parce qu'un phénomène d'absorption est toujours un phénomène d'équilibre. Donc, on peut essayer de le maximiser en ayant un produit qui a beaucoup d'affinité pour ces composés-là, ou en ayant un mode d'emploi du produit qui maximise l'absorption, mais elle ne sera que partielle. Les résultats montrent que sur certains charbons actifs ou charbons chitosants, on peut avoir des taux d'élimination importants. On parle alors c'est deux têtes, et je ne voudrais froisser personne, mais autour de 60%. Sur les parois de levure, on a une élimination qui est plus modérée, il faut être honnête. On a peut-être moins d'effets secondaires négatifs sur la composition du vin que certains charbons. L'osmose inverse semble effectivement le phénomène, la technique la plus efficace, avec cette limite réglementaire pour le moment. Et si tant est que l'on ait fait le traitement enzymatique au préalable, parce que l'osmose inverse va, comme les techniques d'absorption d'ailleurs, ne va toucher que les composés libres ou libérés. Ok, très bien. Est-ce qu'on sait si l'osmose inverse va être autorisée ou pas? C'est un processus OIV, donc c'est, je dirais, dans les tuyaux. Après, à l'OIV, le tuyau peut être plus ou moins long. Ouais, il faut étudier, effectivement, pas faire n'importe quoi. Mais on a déjà une application qui est autorisée sur des phénols volatiles. Alors, ce ne sont pas les mêmes phénols volatiles, mais sur des phénols volatiles, pour éliminer des défauts qui apparaissent au cours de la vinification. Donc, on est bien dans le même état d'esprit, ce qui devrait faciliter, à mon sens, l'autorisation par l'OIV et successivement par l'Union européenne. Ensuite, les tuyaux à l'OIV et à l'Union européenne ont quelquefois des méandres insoupçonnés. Ok. Alors, on continue à parler de réglementation justement avec une question de Lucille qui dit le charbon étant utilisable uniquement en fermentation, ce traitement proposé est en post-vinification, donc sur vin. Oui. Réglementation. Sur un vin rouge, entre fermentation alcoolique et fermentation malolactique, vous êtes toujours en fermentation. Si on est un peu borderline, ça peut être utilisé en fin de fermentation alcoolique. Y a pas, quand on dit post-FA, ça peut être utilisé tout à fait à la fin de la fermentation alcoolique. Ok. Et donc, le délai des 8 semaines de l'enzyme, dans ce cas dont vous parliez, comment est-ce qu'on s'organise pratiquement? Oui, ça pose un problème. Donc, ensuite, il peut y avoir essayé de voir avec les risques inhérents, c'est-à-dire de faire le traitement enzymatique post-FA et le traitement au charbon d'élimination en fin de fermentation malolactique, en ayant retardé la fermentation malolactique pour laisser autant les 8 semaines pour l'enzyme pour agir.